bonsoir à tous. Merci de nous être fidèles. Tout de suite, le sommaire de votre journal. SARS-CoV-2, la situation est de plus en plus inquiétante. Serons-nous bientôt confrontés à un nouveau pic? Comment minimiser les dégâts et bien se protéger? Des questions parmi d'autres que nous poserons à notre invité, l'épidémiologiste le professeur Jaafar Haikal. La courbe des contaminations peine à s'aplatir à cause notamment du nouveau mutant BA5 qui se transmet très rapidement et qui domine à hauteur de 70%. Sport CAN féminine, nous reviendrons sur la victoire hier des Lionnes de l'Atlas face à la sélection de l'Ouganda. Le 11 féminin marocain a décroché son billet pour les quarts de finale. Notre sélection occupe actuellement la première place de la poule avec 6 points, ex-aequo avec le Sénégal. 26 sites historiques et éléments culturels marocains désormais inscrits sur les listes indicatives et finales du patrimoine matériel et immatériel dont le monde islamique. Annonce faite aujourd'hui par l'ICESCO, l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture. Bonsoir, à la une de l'actualité, le Covid, le SARS-CoV-2 qui circule toujours dangereusement parmi nous. Les nouvelles contaminations ne cessent de grimper et les caractéristiques du nouveau mutant qui est encore plus rapidement transmissible n'arrangeant rien la situation. Les spécialistes et le ministère de tutelle appellent à la prudence pour éviter un scénario catastrophe, et surtout avec les rushs liés aux vacances estivales et à Eid al-Adha. Pendant ces dernières 24 heures, sachez que 3043 nouveaux cas et 2 nouveaux décès ont été dénombrés. Les cas actifs sont au nombre de 24 776, alors que 26 cas sévères ou critiques ont été enregistrés toujours pendant ces dernières 24 heures, portant ainsi leur total à 153 cas. Et pour en parler plus longuement, nous sommes en direct par Skype depuis Casablanca avec le professeur Jaafar Haikal. Professeur Haikal, bonsoir. Vous êtes épidémiologiste. Les indicateurs, nous lisions il y a quelques instants, tendent à nouveau vers le rouge, avec un taux de positivité des analyses qui s'établit à 22,6% durant les 2 dernières semaines. Inquiétant ou alors carrément alarmant, professeur Haikal? Merci pour votre invitation. Oui, effectivement, c'est inquiétant parce que le nombre qui est important de cas incidents signifie également que nous aurons de plus en plus de cas critiques. C'est mécanique, puisque nous avons un pourcentage de cas critiques parmi l'ensemble des cas. Donc, si vous avez des milliers de cas, si vous avez même un faible pourcent, même si c'est 1 ou 1,5%, avoir, comme vous le constatez, 20, 30 ou 40 cas critiques, et parmi lesquels des personnes, malheureusement, vont être intubées. Et c'est le cas particulièrement pour les personnes âgées ou vulnérables ou porteuses d'une maladie chronique. Et vous l'avez signalé, nous avons une circulation importante de certains sous-variants de l'Omicron, et particulièrement le BA4 et surtout le BA5, qui aujourd'hui représente un peu plus de 70% de l'ensemble des cas en circulation. Donc il faut être extrêmement vigilant et prudent, particulièrement pour les personnes vulnérables. On n'est pas dans une situation grave, mais une situation qui incite à la prudence et à la précaution. Et justement, puisque vous évoquez les nouveaux mutants, le mutant Omicron est toujours répandu avec de principaux sous-mutants, citons-les, le BA5 avec une dominance de plus de 70% et puis le BA2 avec 23%. Un éventuel pic serait attendu? Et si oui, dans combien de temps peut-être, professeur? Écoutez, à mon avis, nous aurons un pic, évidemment, nous allons avoir Eid al-Adha qui est important au Maroc, mais également les vacances estivales qui sont également cette année particulière puisqu'elles arrivent après 2 années d'absence. Donc on peut s'attendre vers la fin juillet, début août à un pic important, mais encore une fois, si nous prenons les mesures nécessaires de précaution et de prudence, les mesures barrières, la vaccination pour les personnes vulnérables et âgées, nous devrions passer Eid al-Adha et les vacances d'été avec sérénité et calme, toujours évidemment avec prudence et vigilance. Très bien, puisque vous évoquez la vigilance et la prudence, nous insistons aussi beaucoup sur la dose de rappel. Une deuxième dose de rappel est d'ailleurs recommandée par les personnes âgées, pour les personnes âgées de 60 ans et plus, ainsi que pour les personnes atteintes de maladies chroniques. Quand on dit deuxième dose de rappel, on parle bien évidemment de la 4e dose. Est-ce si indispensable, professeur ? Oui, alors écoutez, pourquoi est-ce qu'on parle de cette deuxième dose de rappel, c'est-à-dire la 4e dose ?
parce qu'il a été constaté une réduction importante de la protection immunitaire. Vous savez, quand vous êtes vacciné, quand vous avez fait une infection, vous êtes protégé pendant quelques mois. Et nous savons que cette protection, non seulement elle a diminué avec le temps, mais en plus de ça, avec ce sous-variant, eh bien, malheureusement, nous sommes encore moins protégés. Et ceci aura des conséquences plus graves sur les personnes âgées ou porteuses d'une maladie chronique. Et c'est pour ça que pour cette catégorie particulière, bien évidemment, il faut absolument préconiser une deuxième dose donc, de rappel pour être sûr qu'ils ne feront pas donc, de cas graves. Ça ne protège pas contre la transmission, on le sait, ou contre les symptômes, mais en tout cas, ça réduit le risque. Mais ça peut éviter d'éventuelles complications. Tout à fait, ça réduit de façon significative les formes graves, l'hospitalisation ou la réanimation. Très bien, merci beaucoup, professeur Jafar Heikel, pour cet éclairage. Merci à vous. À J-4 de Eid al-Adha, l'affluence est grande dans les souks aux moutons au Maroc. Les prix continuent leur tendance haussière à cause notamment de la flambée des charges élevées de l'aliment pour bétail et du déficit pluviométrique également. Du coup, les ménages essaient tant bien que mal de se procurer un mouton qui sied à leur goût et qui est surtout adapté à leur budget. S'en enchaînent de longues minutes de questions-réponses entre vendeurs et acheteurs. Ça parle qualité de fourrage, ça parle race et puis ça négocie les prix finaux avec... pour trouver en fait le bon compromis. Des scènes que notre caméraman Ahmed Fadeli a captées pour nous. Regardez son reportage à Azrou sur un récit de Nisril Hamdawi. Au souk d'Azrou, c'est la foule des grands jours, à 4 jours de Eid al-Adha. Normal, la région est connue pour sa race de qualité, Timhdit. On y afflue des 4 coins du pays. Le marchandage, une pratique très courante, en particulier en cette période où les prix se font des ailes. Les clients sont méticuleux, ils inspectent bien les bêtes. Et certains vont même jusqu'à les porter, histoire de sous-peser l'animal. La qualité, vous pouvez la constater avec vos propres yeux. Pas besoin d'être éleveur pour y arriver. Le mouton que je viens de porter m'a essoufflé. Il pèse lourd. Pour les prix, je pense qu'il y en a pour toutes les bourses. Cette année, ça brûle au niveau des prix. Il y a des moutons qui atteignent les 6 000, 8 000 dirhams. Mais qu'est-ce qui explique cette envolée des prix ? Les moutons de grand gabarit de qualité sont forcément chers. La hausse des prix est due au coût élevé de l'aliment pour bétail et le prix du transport aussi à la pompe. Les prix des moutons de bonne qualité enregistrent une hausse de 200 dirhams, 300 ou 400 dirhams. Les prix des bêtes de moindre qualité est inchangé. L'achat du mouton n'est visiblement pas uniquement une affaire d'hommes. Les femmes aussi mettent la main à la toison. Je me suis déplacée jusqu'au souk pour voir à l'œil nu le mouton que je vais choisir. Il doit être à un prix raisonnable. Cette année, il y a une véritable flambée des prix. Si certains n'ont pas encore réussi à trouver le mouton à la portée de leur bourse, d'autres ont réussi à le dénicher à coup d'un grand tour de marché. Ils s'enorgueillissent même de leur acquisition. C'est fait, je m'en suis approvisionné. Tout s'est bien déroulé. À quelques jours de l'Eid, les clients se pressent. Tous ne veulent surtout pas rentrer bredouille du marché aux moutons. Clôture aujourd'hui à Marrakech des travaux de la réunion du groupe africain des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales des États africains, membres de la Banque mondiale et du FMI, le Fonds monétaire international, des organismes financiers régionaux et internationaux qui proposent des solutions techniques et des formules de financement appropriées permettant aux États africains, particulièrement ceux à faible revenu, de mieux gérer leur endettement ou encore être plus ou moins résilient face à la crise économique mondiale. Les précisions tout de suite en compagnie de Mohamed Elchkar. Ce caucus africain est un forum traditionnel qui précède les assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, assemblées qui ont lieu généralement au mois d'octobre. Le caucus africain permet ainsi
au ministre des Finances et au gouverneur des banques centrales africaines de définir les priorités du continent. Vous avez vu les thèmes qui ont été inscrits, qui ont été d'ailleurs rappelés par Sa Majesté dans le discours inaugural, c'est-à-dire à la fois le problème de la dette, le problème de l'intégration régionale, le problème du climat, le problème de la sécurité alimentaire. Autant de dossiers imposés par deux événements majeurs. D'un côté, la crise sanitaire du coronavirus et de l'autre, la crise russo-ukrainienne. Deux événements majeurs qui ont eu des conséquences néfastes sur les économies africaines. Ont totalement perturbé à la fois la reprise mondiale, mais également poussé à cause sur le plan alimentaire et énergétique, l'inflation à des niveaux importants et qui fait que le resserrement des politiques monétaires pose aussi des problèmes au continent africain. Et parmi ces problèmes, celui de la sécurité alimentaire. Le Royaume du Maroc dispose à ce sujet d'une grande expérience qu'il n'hésite pas à partager avec les pays du continent, où l'OCP, l'Office chérifien des phosphates, est fortement présent en tant que fournisseur d'engrais phosphatés, engrais adaptés à la fertilité des sols. Vous savez, le Maroc est un acteur économique important sur le continent. À titre d'exemple, c'est un grand producteur lui-même des intrants agricoles. C'est une grande économie agricole, donc elle aura joué dans la crise actuelle. Le contenu de la déclaration de Marrakech de ce caucus sera porté par le Maroc à la connaissance des dirigeants de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Un grand événement mondial est prévu la semaine prochaine à Dakhla, la perle du Sahara marocain. Le Parlement global pour la tolérance et la paix tiendra sa 10e session du 13 au 15 de ce mois-ci, à la fois à Rabat et à Dakhla aussi. Cette session, qui connaîtra la participation de plus de 80 parlementaires du monde entier, examinera plusieurs sujets relatifs à la tolérance et à la paix. Parlons sport et nous enchaînons avec cette bonne nouvelle. La sélection marocaine féminine de football a décroché son billet pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN féminine, qui se poursuit au Maroc. Elle a battu hier son homologue ougandaise, score final 3-1. Le match s'est déroulé au complexe sportif Prince Moulay Abdallah de Rabat. Retour tout de suite sur les temps forts en compagnie de Boubkar Ben Ghabret. Ayane Rosella, Senem Msoudi, Nisrine Shed, Rizlen Shebek et toutes les autres lionnes de l'Atlas étaient au rendez-vous hier soir. Elles nous ont remplis de joie. Très concentrées, elles entament le match face à des Ougandaises aussi déterminées à décrocher les 3 points de la victoire. 14e minute, penalty transformé par Rosella, Ayane, 1-0 pour le Maroc. Côté ougandais, Soumiya Komintal remet les pendules à l'heure 11 minutes plus tard. Supérieurs dans tous les compartiments de jeu et de retour des vestiaires, les Lionnes de l'Atlas hissent un peu plus leur niveau après l'entrée de Senem Msoudi. Nisrine Elshed creuse l'écart à la 68e minute. La capitaine de l'équipe nationale, Rizlen Shebek, scelle le sort du match, 84e minute. Pour arracher la qualification, les Lionnes de l'Atlas sont donc montées en puissance, surtout en deuxième période. Il fallait aller chercher la victoire. En deuxième mi-temps, il fallait aller chercher la victoire, il fallait prendre un petit peu plus de risques de notre part et c'est ce qu'on a fait. Et c'est ce qu'on a demandé aux joueuses aussi à la mi-temps. Et voilà, on a eu une deuxième mi-temps conforme à ce qu'on attendait et aux qualités de notre équipe. Une victoire et une qualification en quart de finale bien méritée. Zine Brdouani a été sacrée meilleure joueuse de cette rencontre. Je remercie toutes mes coéquipières pour ce résultat, cette récompense de meilleure joueuse. Je la dédie au public qui nous a beaucoup encouragés et de continuer à le faire. Le chemin est encore long avant une place en finale. L'équipe nationale croisera le fer avec son homologue sénégalaise vendredi sur la pelouse du complexe sportif Prince Moulay Abdallah
Après cette victoire, le Maroc occupe la première place de cette poule avec 6 points ex aequo avec le Sénégal, vainqueur du Burkina Faso, 1-0. Le 14e derby casablancais de la Coupe du Trône entre les deux rivaux éternels, le Wydad de Casablanca et le Raja Casablanca, se jouera demain au stade L'Arbi Zaouli de Casablanca sans public. Ce sera l'attraction des quarts de finale de cette compétition. 26 sites historiques et éléments culturels marocains désormais inscrits sur les listes indicatives et finales du patrimoine matériel et immatériel dans le monde islamique. Annonce faite aujourd'hui par l'ICESCO, l'organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture. Iman Hablou. La valorisation du patrimoine islamique. Une préoccupation majeure de l'ICESCO qui vient d'inscrire pas moins de 140 sites historiques et éléments culturels sur les listes indicatives et finales du patrimoine matériel et immatériel dans le monde islamique. Et ce n'est pas tout. L'organisation décide de créer une nouvelle liste sur les meilleures pratiques en matière de préservation des éléments de ce patrimoine. Nous avons mis l'accent sur le rôle qui incombe au centre d'inscription du patrimoine du monde islamique créé par l'ICESCO depuis 2 ans. Nous avons procédé à l'inscription de sites et d'éléments du patrimoine immatériel selon des critères précis et rigoureux pour départager les dossiers présentés par les pays membres. Tous ont été soumis à l'appréciation d'experts de l'ICESCO et d'autres experts étrangers. Et dans la valorisation des différentes facettes du patrimoine islamique, la société civile est un partenaire clé. Son rôle a été exposé de fond en comble lors du 10e colloque international du Comité du patrimoine du monde islamique. À l'occasion de ce colloque, nous avons octroyé des trophées et des attestations d'honneur à ceux qui ont contribué à répertorier près de 64 candidatures relevant du patrimoine matériel et immatériel. Le comité a également approuvé le programme des jeunes ambassadeurs de l'ICESCO pour le patrimoine dans le monde islamique. La première édition de ce programme s'étale sur 2 ans. Objectif, former 3000 jeunes avant d'en sélectionner une trentaine, pourvu que les lauréats soient issus des 3 régions géographiques des États membres de l'organisation. Je vous propose à présent de plonger dans les coulisses d'un stage d'initiation musicale au profit des enfants grâce à la méthode Willems, une méthode qui éveille les sens pour les plus petits concernant la musique en leur permettant de développer une écoute fine, d'utiliser leur voix avec beaucoup de sensibilité et d'exprimer généreusement leur ressenti. Ils ont entre 3 et 7 ans et s'initient déjà à la musique. Première activité du jour, distinguer différents sons inspirés de l'univers marin. L'exercice est ludique et appelle à la découverte. Les enfants sont ensuite invités à reconnaître les timbres sonores de cloches aux formes et tons distincts. Un stage d'éveil musical suivant les préceptes de la méthode Willems. La méthode Willems est une pédagogie, une méthode qui permet de faire vivre la musique à l'enfant d'une manière expérimentale et vivante, et puis de la comprendre plus tard d'une manière intellectuelle. C'est-à-dire qu'on prend l'enfant, on va l'immerger dans la musique, on va lui faire vivre la musique à travers le corps, à travers les sens, et ainsi développer son écoute, son sens du rythme, sa voix et son mouvement corporel. Une semaine durant, les enfants prennent part à des exercices portant sur la sensorialité, les mouvements corporels et les jeux d'écoute. Le défi étant de s'adapter aux besoins des enfants de ces catégories d'âge. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait toujours par la prise de conscience, à travers des jeux, des activités créatives, des activités ludiques. Et c'est ce qui fait qu'on attire l'attention de l'enfant et on lui permet d'apprendre la musique petit à petit. Je trouve que c'est important pour les enfants du jeune âge, de 0 à 3 ans notamment, de développer leur sens musical, de s'éveiller à la musique, de découvrir plutôt leur voix. Expérimentale et instinctive, la méthode Willems vient de Suisse. Elle permet à l'enfant de développer une écoute fine, d'utiliser sa voix et d'exprimer son ressenti. Une préparation pour des études plus poussées en musique dans le futur. Et
Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.